Bonsoir et bienvenue sur le podcast Spleen et Idéal. C'est mon premier podcast et je pense que je ne monterai pas mes épisodes, ou très peu. Ou bien, si j'ai une affreuse quinte de toux, eh bien je ne vous infligerai pas ça. Tout simplement parce que lorsqu'on converse avec quelqu'un d'autre, il y a souvent des moments de latence, des moments où l'on a besoin de réfléchir, des moments un petit peu de vide. Du moins, moi ça m'arrive et je pense que je ne suis pas la seule. Donc je crois que j'ai plutôt envie de quelque chose de naturel et de simple. Comme lorsque vous écoutez les vocaux de vos copines et que des fois elles vous disent oh bah allez je te l'envoie quand même, j'ai pas envie de recommencer donc tant pis, tu te débrouilles avec ça. Alors bon, je ne me permettrai pas de vous dire ça, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'ai envie d'être simple et naturelle, ce que je suis. Alors, pour ce premier épisode, j'aimerais vous partager mes lectures du mois de novembre, ce que j'ai visionné, ce que j'ai vu en termes d'expo ou bien de musée, ce genre de choses. J'imagine que j'ai des tics de langage. C'est pour ça aussi que je ne veux pas trop monter, que je ne veux pas trop m'écouter. Voilà, j'espère qu'ils ne seront pas trop désagréables. Nous allons commencer par ordre chronologique, c'est-à-dire parce que j'ai d'abord lu en premier. Pour commencer, j'ai lu un roman qui s'intitule L'Anomie d'Irène Nemirovsky. Irène Nemirovsky est une autrice née en 1903. Elle est russe, mais elle choisit d'écrire très tôt en français. L'Anomie, je dirais que c'est une autobiographie voilée qui reflète des rapports conflictuels entre l'autrice et sa mère. En faisant des recherches, j'ai lu que sa mère, Fanny, était quelqu'un d'assez absent, un peu volage. Et c'est l'histoire de ce roman, on s'immisce dans la vie de Michette et Bragrance. Michette et Gabri Bragrance, qui sont deux sœurs, qui sont abandonnées par leur mère, abandonnées dans le sens où elle est très absente, elle est frivole, elle pense à ses plaisirs et à ses amants, donc elle est très égoïste et s'occupe très peu de ses filles. Voilà, et il en est de même pour le père. Mais là, on est vraiment sur une attention portée sur le rapport entre une mère et ses enfants. C'est une lecture que j'ai appréciée parce que ce sont des thématiques qui m'intéressent. Le rapport à soi, le rapport dans la famille, le rapport entre une mère, entre ses enfants, et puis aussi comment on se construit quand on a subi des blessures d'abandon dans l'enfance, quelles sont les répercussions sur soi, mais aussi sur le rapport aux autres, aux hommes, et c'est de ça dont il est question. Alors on se retrouve dans la période des années 1920, les années folles, et on est vraiment, en tant que lecteur, on se sent vraiment embarqué dans ce tourbillon, ça chante, les cocktails, les verres de cocktail s'entrechoquent. Voilà, ça pétille un peu de partout. Et donc voilà, je peux que vous conseiller cette lecture. La plume d'Irène est simple mais très jolie. On n'est pas du tout. Par exemple, j'aime beaucoup les romans du 19e siècle. Je crois que je lis pratiquement. Non, c'est pas vrai. Je lis plein de choses, mais la majorité ce sont quand même des romans du 19e siècle où on est sur des digressions, de la description, de longues phrases, coucou Zola. Là, c'est pas le cas, mais ça ne reste pas moins très beau. Il faut dire aussi que l'achat de ce roman a été motivé par le souhait de lire plus de femmes. Je me suis rendu compte que je lisais beaucoup d'auteurs masculins. Je lis quand même des autrices, mais je lis beaucoup plus d'auteurs masculins et je me suis dit qu'il fallait que ça change. Et donc, quand je me baladais, quand je jetais des coups d'œil dans une librairie que j'aime beaucoup, j'ai vu qu'il y avait un coin coup de cœur féminin.
et j'ai trouvé ce roman-là. La couverture était alléchante avec ces deux jeunes femmes assises à la terrasse d'un café parisien. Et puis j'ai aussi trouvé un autre roman, je ne vous en parle pas parce que je suis en train de le lire. C'est Victoire la Rouge de Georges de Perbrune. Mais je vous en parlerai une prochaine fois. Alors, prochain roman. Je vous partage Une vie de Maupassant. Il faut savoir que c'était la seconde fois que je le lisais parce qu'on s'est dit avec une amie qu'on monterait une sorte de club de lecture à deux. Vous voyez, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est vraiment une envie de partager, mais dans les deux sens aussi. Voilà, c'est-à-dire vous partagez mes lectures, mais qu'en retour, vous aussi. Voilà. Et donc avec cette amie, on a décidé de lire Une vie, parce qu'elle voulait lire un classique du 19e siècle. Enfin, je voulais surtout lui faire découvrir un classique du 19e siècle, et elle était partante. Donc voilà. La première fois que j'ai lu Une vie, ça a été motivé par une amie qui un jour m'a dit « Ah, oh, je viens de finir un livre de Maupassant, mais qu'est-ce qu'il est pénible celui-ci, il n'est pas du tout féministe. » Moi j'avais déjà lu Maupassant et j'ai été interloquée par son avis. Alors je me suis dit que j'allais lire ce roman et je n'étais pas d'accord avec elle. Je crois que je lui ai même dit, mais tu n'as pas saisi ce qu'il voulait dire. Il y a deux choses. Peut-être que je peux commencer, je m'éparpille un petit peu là, c'est tout à fait moi de faire des digressions. Peut-être que je peux commencer par vous dire de quoi il s'agit et puis après mon impression sans vous dévoiler l'affaire bien sûr. Alors, Une vie, c'est l'histoire, donc ça se passe au 19e siècle, en Normandie, du côté de Rennes. C'est l'histoire de Jeanne, une jeune femme qui vit dans un château avec ses parents. Je crois qu'ils sont barons, me semble-t-il. En tout cas, ils font partie de l'aristocratie. Donc, elle a été élevée dans un milieu aisé, mais elle est partie au couvent quand elle était très jeune parce que son père souhaitait qu'elle ait une éducation religieuse. Donc, elle a été élevée isolée du monde et je crois, oui, qu'elle s'est construit des attentes, des fantasmes quant à la vie maritale, quant à sa vie de jeune femme, d'épouse, de mère. Et donc quand elle rentre au peuplier, au château, une fois qu'elle a terminé le couvent, elle est là dans cette attente de quand vais-je rencontrer le grand amour. Et donc ce grand amour, enfin entre guillemets, arrive et s'ensuit énormément de déceptions. Et je crois véritablement que c'est ça qu'a voulu traduire Maupassant, c'est-à-dire cette perpétuelle attente de quelque chose de beau qui ne vient jamais. Et d'ailleurs, il le dit, hein, il qualifie le mariage d'institution aberrante. Ce sont ses mots. Donc moi, je crois qu'il véritablement il fait une critique sociale du mariage, de ce statut de mère, de... Bon ben voilà, les femmes elles sont pleines d'attentes et une fois qu'elles rencontrent le grand amour, elles sont très vite déçues parce que voilà, elles ont peut-être des attentes idéalisées, mais faute de qui, voilà, faute de tout ce qu'on leur met en tête aussi depuis l'enfance. Une première chose. La seconde chose, je crois, qui a fait penser à mon amie que c'était voilà, que c'était une je crois que c'est quoi ces mots, ouais, que Maupassant était négatif, c'est parce qu'il y a une forme d'acharnement, c'est vrai. Il faut dire qu'il a passé 6 années avec Jeanne, hein, Maupassant, hein. Il a mis 6 ans pour écrire son roman. Je crois que c'est plus il a passé plus de temps avec cette héroïne qu'avec ses maîtresses. Donc c'est vrai que je l'ai vraiment ressenti à la deuxième lecture, ça, cet acharnement un petit peu. On se dit mais bon sang, quand est-ce qu'elle va pouvoir souffler cette pauvre Jeanne? Voilà. Mais je suis persuadée, moi, qu'il a vraiment voulu faire une critique sociale du mariage.
Mais si vous lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce que au-delà des thèmes du mariage, de l'amour, tout ça, il y a aussi des thèmes familiales, le rapport aux parents. Et il y a des passages très émouvants parce qu'ils sont très proches entre eux, ils ont une relation très fusionnelle et voilà, bon, je pense que de toute façon, quand on lit un livre, ça fait toujours écho à notre propre expérience. Donc voilà, j'ai été touchée par ce roman. Alors je pense que je le lirai pas une troisième fois, même si on dit jamais 203, tout simplement parce que c'est vrai qu'à la deuxième lecture, j'ai senti un peu cet acharnement-là. Voilà. Mais bon, la prose de Maupassant est très belle, hein. Il y a notamment des citations que j'ai gardées aussi, euh, voilà, magnifiques. D'ailleurs, j'en ai une, est-ce que je l'ai retenue? Oui, parce que c'est parti, je ne veux pas monter, donc alors attendez. Euh, non, mais je suis obligée là. Écoutez, on va faire une entrave à ce que j'ai dit, on commence bien, mais il faut que je vous communique cette citation. Ça y est, je l'ai. Peut-on, malgré la rigueur acharnée du sort, ne pas espérer toujours quand il fait beau? J'aime beaucoup cette citation. En plus, quand on sait que Maupassant est un grand pessimiste, je pense que ça a dû lui demander quantité d'efforts pour écrire ça. Ensuite, troisième lecture, il s'agit, j'ai perdu le fil, oui voilà, 24 heures de la vie d'une jeune femme de Stefan Zweig. J'avais déjà lu des nouvelles de Stefan Zweig. C'est un auteur, oui, c'est un auteur que j'apprécie, mais je vais d'abord vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc Stefan Zweig écrit principalement des nouvelles, dont Le joueur d'échecs, Lettre d'une inconnue, mais il n'écrit pas que des nouvelles, c'est aussi un biographe. Il a écrit la biographie de Marie-Antoinette, qui a rencontré un très grand succès d'ailleurs. Et dans la 24 heures de la vie d'une jeune femme, publiée en 1942, on suit le récit intimiste d'une veuve anglaise qui vient en aide à un joueur de jeu d'argent complètement perdu. Alors on se retrouve plongé dans une bulle, comme si le temps se stoppait en assistant à ce sauvetage périlleux. Et puis c'est un récit enchâssé, parce que la veuve anglaise, elle se confie au narrateur. Et c'est ça qui est très intéressant aussi avec les nouvelles de Stefan Zweig, c'est qu'elles sont souvent à la première personne, et on se sent d'autant plus embarqué dans ces aventures. Et là, en l'occurrence, on ne reprend véritablement haleine que lorsque le récit de l'aventure de cette veuve anglaise s'achève. Alors ici, on retrouve les thématiques de prédilection de l'auteur, à savoir l'amour et puis le jeu. C'est une lecture que j'ai appréciée, elle était voilà, agréable, plutôt courte. Néanmoins, ce n'est pas celle que je préfère de l'auteur. Voilà. Mais ce que j'apprécie vraiment avec Stefan Zweig, c'est qu'on est, comme je vous disais, on est embarqué. De suite, il y a une énergie qui se forme, on se sent porté et on se sent vite captivé par ce qui se passe. Voilà, c'est un peu pareil avec le joueur d'échecs. Voilà, le narrateur rencontre un personnage comme ça, un peu sorti de nulle part, un peu merveilleux et tout de suite on a envie de savoir ce qui se passe. Donc ça j'apprécie beaucoup. Ensuite, on passe à un film. Alors j'ai vu plusieurs films, mais bon, voilà, je regarde pas toujours des trucs très intéressants. Des fois je regarde un peu des bêtises, des fois, voilà. Mais là, j'ai regardé Le Comte de Monte Cristo. Oui, 6 mois après tout le monde. Il faut savoir que je ne suis pas très cinéphile. Je ne vais pratiquement jamais au cinéma. Je préfère regarder les films de chez moi. Je sais pas, ça me coûte un peu de rester autant de temps assise, je pense. Je dois avoir un côté un peu hyperactif. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est vrai. C'est vrai que le film est quand même passé très vite. On ne voit pas les 3 heures, c'était ma crainte. Petit aparté, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo il y a quelques temps.
et c'est mon livre préféré. Je pense que si je me retrouvais sur une île perdue, c'est le livre que j'emporterais. Mm. Donc j'avais quand même quelques attentes sur cette adaptation, tout en sachant que le roman fait, je crois, plus de 1000 pages, et il est donc impossible de partager toutes les situations, tous les détails. Ça, j'en ai pleinement conscience, et de toute façon, c'est le cas dans toutes les adaptations. Néanmoins, je trouve que le réalisateur a pris beaucoup de liberté. C'est-à-dire que dans le roman d'Alexandre Dumas, il y a donc cette jeune fille, Haydée, une princesse qui a été sauvée par Dantès parce que son père a été tué et parce qu'elle a été livrée à des esclaves. Et son père a été tué par un des ennemis de Dantès. Donc il la recueille et elle lui est extrêmement fidèle, que ce soit parce qu'il l'a sauvée, mais aussi parce qu'elle comprend cette vengeance, voilà, oui, cette vengeance. Elle en tombe amoureuse et le comte développe lui aussi des sentiments. Quoi qu'il en soit, elle lui restera toujours fidèle. Or, dans le film, Haydée tombe amoureuse d'Albert, le fils de Mercédès. Vous voyez où je veux en venir? Ça ne m'a pas plu du tout. Je suis très titilleuse, mais en même temps, c'est ce que je trouvais beau aussi, cette capacité de Dantès à pouvoir de nouveau aimer. C'est-à-dire qu'il a toujours cette ligne directrice, hein, sa vengeance. Mais voilà, il développe quand même des sentiments parce que derrière ce masque très très dur, c'est qu'à le dire, hein, ce masque, bah, ça reste, voilà, ça reste quelqu'un qui a aimé et qui aime encore. Voilà. Mis à part ça, on retrouve l'effervescence du roman, les rebondissements, les péripéties, et puis voilà, cet attachement que j'ai pu avoir pour Dantès, qui, je trouve, malgré tout, est un personnage très doux. Oui, ouais, vraiment. Enfin, je dis ça parce que j'ai lu le roman, donc j'ai beaucoup plus de détails sur le personnage, mais j'ai retrouvé ces traits-là chez Pierre Ninet aussi, qui est un acteur formidable. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, ils sont tous très charismatiques. Donc, voilà, je crois qu'il y a une autre adaptation aussi qui date peut-être des années 90, quelque chose comme ça, donc il faudrait que je la regarde. Mais après, bon, c'est souvent mon problème, moi je n'aime pas trop les adaptations. Par exemple, La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Je n'ai pas. Alors, j'ai adoré le roman, de toute façon, j'aime tous les romans de Dumas, mais j'ai pas du tout aimé l'adaptation. Je crois que j'ai même pas fini le film. Alors, je sais que Margot a pu être un peu dévergondée, mais bon, voilà, c'était trop quoi. Voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas grand intérêt. Veuillez m'excuser si vous ne partagez pas mon avis. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà, on peut en discuter aussi. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais partager une exposition qui a eu lieu dans le musée basque de ma région, à Bayonne. Cette exposition, elle est consacrée à Pierre Loti. Alors Pierre Loti, c'est un écrivain français de la fin du 19e et début 20e siècle. Son vrai nom est Julien Viau. C'est un marin. Alors il sillonne les mers, une plume à la main. Il écrit des romans inspirés par son pays charentais et la Bretagne, qui est toute proche. Mais un jour, il se rend dans le Pays basque et là, il en tombe follement amoureux. Si bien qu'il ne le quitte plus. Donc comme je vous disais, c'est un écrivain, il a écrit quelques romans, mais le roman, je crois, qui a connu le plus de succès, c'est lorsqu'il a écrit au Pays basque Ramuncho en 1887. Donc qui a connu un grand succès. Et c'est aussi un militant qui se bat pour différentes causes, dont la préservation de l'Euskal Herria, le Pays basque, qu'il qualifie de dernier bastion de tranquillité et de beauté. Je crois qu'on va terminer ce premier podcast sur ces jolis mots de Pierre Loti. J'espère que vous avez apprécié cette écoute. Et vous savez quoi, je vous fais des bisous en basque. Mouchou mouchou!